Le drapeau congolais flottant du haut du palais d'Egmont, siège de la primature belge, l'image est hautement symbolique. Bruxelles a déroulé ce mardi le tapis rouge pour accueillir le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En première ligne des officiels, le Premier ministre belge Charles Michel, qui après une chaleureuse accolade, a conduit le chef de l'État congolais devant les troupes pour une parade d'honneur. Après les honneurs militaires, les deux personnalités accompagnées de leurs experts se sont retirées pour des discussions approfondies sur la nouvelle ligne diplomatique à mettre en place, ainsi que des possibles partenariats à sceller. Séance de travail terminée, la ministre d'État aux Affaires étrangères de la RDC, Mme Thérèse Toumba-Nzeza, et le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, ont conjointement signé en présence du chef de l'État congolais et du Premier ministre belge une série de mémorandums d'entente. Il s'agit notamment d'un document autour du domaine des affaires étrangères, d'un autre pour les ministères des Finances dans lequel une possibilité de formation des douaniers serait envisagée et d'un tout dernier sur le renforcement de la coopération diplomatique entre les deux pays. La plus grande solennité du jour s'est déroulée au Palais Royal de Bruxelles où le roi Philippe de Belgique a reçu le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un échange en tête-à-tête. Après plusieurs minutes d'entretien, le roi et le président de la République rejoignent leurs épouses pour la séance photo qui a précédé la signature du livre d'or dans la salle Empire du palais. Le couple royal a ensuite convié ses hôtes à un déjeuner offert en leur honneur au salon blanc du même palais. À la sortie du palais royal, le cortège présidentiel a pris la direction du mémorial du soldat inconnu. Sur place, le 5e président de la RDC s'est incliné devant ce symbole de la bravoure de militaires belges, aux côtés desquels ont évolué quelques anciens combattants congolais, liant ainsi l'histoire de la RDC à celle de la Belgique. Ce solennité organisée en l'honneur du président congolais traduit la volonté de la Belgique à renouer les liens diplomatiques avec son ancienne colonie, aujourd'hui plus que jamais État souverain, la République démocratique du Congo. Un travail en amont pour donner réellement de la consistance au projet de loi des finances 2020. Autour du vice-premier ministre, ministre en charge du budget Jean-Baudouin Mayo-Mambeke, les vice-premiers ministres en charge du plan, les ministres des finances, des mines, les vice-ministres des budgets, les responsables des régies financières et les gouverneurs de la Banque centrale associés à un certain nombre d'experts. Près de 3 heures d'échanges, de réflexions pour cerner les contours du cadre macroéconomique, pour aborder ensuite la délicate question des mobilisations des recettes publiques. Et là-dessus, les services mobilisateurs des recettes ont fait part des difficultés qui plombent le travail des mobilisations optimales des recettes dues au trésor public et entrevoir en même temps en urgence des pistes de solutions. Nous voudrions cerner les contours du cadre macroéconomique avant d'aller loin. Vous avez suivi et le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi leur discours, ils attendent le budget 2020. Mais le budget, on ne l'élabore pas tout de suite comme ça. Il faut d'abord cerner le cadre macroéconomique et les problèmes qui se posent au niveau de la mobilisation des recettes. Il a été également question au cours de cette réunion de procéder à quelques réaménagements, notamment l'intégration des actions prioritaires contenues dans les discours-programmes du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et son programme d'urgence, une manière de se conformer à la pratique en matière de gestion des finances publiques. Et déjà, chaque pièce du puzzle est placée à l'endroit pour un projet de loi des finances digne pour la République démocratique du Congo.
Premier contact entre le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundaya Kassende et la délégation des Médecins sans frontières, conduite par Madame Curie Onaga, représentante du bureau intercession de Kinshasa. Cette délégation est venue informer les vice-premiers ministres de la volonté de cette organisation humanitaire d'accompagner la République démocratique du Congo dans les secteurs humanitaires, surtout dans les zones de conflit. Nous sommes une organisation humanitaire. Nous apportons une assistance aux populations vulnérables à travers le pays qui subissent des violences, des épidémies sanitaires, etc. C'est notre première rencontre avec lui au sein de ses nouvelles responsabilités. C'était pour partager nos civilités et bien sûr lui féliciter et d'échanger sur la collaboration. Un autre tête-à-tête enregistré est celui du vice-premier ministre Tunda avec l'ambassadeur britannique en République démocratique du Congo. L'entretien a tourné autour du renforcement de la coopération entre Kinshasa et Londres dans les secteurs de la justice. La Grande-Bretagne, avec une expérience dans ces secteurs, les secteurs de la justice bien sûr, compte accompagner la RDC dans l'amélioration d'une justice réellement distributive. La transparence et la bonne gouvernance, cheval de bataille du gouvernement Ilunga Ilunkamba, et la vice-premier ministre en charge du plan, en qualité du président exécutif de l'ITIE, Initiative pour la transparence de l'industrie extractive, s'approprie déjà cette vision du gouvernement. Autour de cette table, Élisée Minembwe, vice-premier ministre du plan, et Frédéric Kita, vice-ministre, ont été informés de l'évolution de la mise en œuvre du processus ITIE en République démocratique du Congo. Par la bouche de la coordinatrice Marie-Thérèse Hollen, toutes les questions ont été passées au peigne fin, notamment la validation de notre pays au processus, et à ce niveau, la RDC a déjà passé 27 exigences sur les 29. La vice-premier ministre et ministre des Plans a exprimé sa volonté de voir l'ITIE dresser un tableau de bord pour les 100 jours sur lesquels l'ITIE reprendra toutes ses priorités. Nous sommes venus lui présenter les civilités. Nous lui avons fait l'état de la mise en œuvre du processus ITIE en RDC. Madame a insisté depuis la remise en prise qu'on devait avoir un tableau de bord pour les 100 jours. Le pays est en pleine validation. Et nous lui avons dit qu'est-ce que nous attendons d'elle en tant que présidente du comité exécutif. Madame s'est montrée très réceptive. Très réceptive, elle connaît le processus parce qu'elle a été au ministère du Plan. Un fort degré d'appropriation et le soutien du processus ITIE par le gouvernement. Il y a beaucoup de choses déjà réalisées que ce qui reste encore à faire entre Kinshasa et Ankara. Le chef de la mission diplomatique de la République de Turquie en RDC s'exprimait ainsi devant la presse. C'était au terme de l'entretien qu'il a placé en face du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le professeur Emengoy Mukena Loussa Diessé, ce mardi 17 septembre 2019. Selon l'ambassadeur Sali Bogag Guleder, il y a une forte potentialité que les deux pays, la RDC et la Turquie, doivent encore matérialiser ensemble dans l'avenir. A noter que la République de Turquie développe des relations de coopération plurielles avec la RDC, et relations de coopération que le chef de la mission diplomatique turque qualifie d'excellentes. Dans ce même décor de l'immeuble de l'état-major général de FARDC, le chef de l'état-major général adjoint de l'armée tanzanienne en charge des opérations et renseignements, Jacob Mohamed, a vite fait de prendre langue avec le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le professeur Emengoy Mukena Loussa Diessé. Les deux parties ont saisi cet instant pour faire le tour d'horizon de la coopération militaire entre Kinshasa et Dar es Salaam. Selon le lieutenant général Jacob Mohamed, la coopération militaire entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo est de longue date. Elle se redynamise davantage de manière régulière. Elle touche entre autres les domaines de la formation et l'échange des informations entre les deux armées de la SADC. Yeah, our relationship between Tanzania C'est une coopération qui continue de grandir et de se renforcer avec le temps. Donc il y a très longtemps qu'ils ont commencé, qu'on coopère entre les RDC et la Tanzanie. Rappelons que le lieutenant général Jacob Mohamed, à la tête d'une forte délégation militaire tanzanienne, était d'abord l'hôte du chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, avant la séance de travail avec le chef de l'unité de défense nationale, le professeur Emengoy Mukena Loussa Diessé, dans la salle des réunions du cabinet du ministre. Cette délégation militaire tanzanienne a foulé le sol congolais de Kinshasa le samedi 14 septembre 2019 pour une visite d'inspection des unités tanzaniennes de la MONUSCO dans l'est du pays, au Nord Kivu. Une fois de plus, la RDC est endeuillée et pour cause, le naufrage d'une embarcation communément appelée baleinière. Aussitôt informé, le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, qui accompagnait son collègue des Affaires humanitaires, Steve Bikai, s'est rendu au village Mambutuka, à quelques kilomètres de Maluku, où se produit le drame. Objectif, mener des enquêtes préliminaires aux fins d'établir les responsabilités.
Les premiers éléments d'information font état d'une dizaine de corps repêchés et plusieurs disparus. La vétusté de l'embarcation, le surcharge, auquel il faut ajouter la pluie torrentielle et les vents impétueux, serait à la base de ces naufrages. Aussi, au nom du gouvernement, le ministre des Transports et Voies de Communication a-t-il annoncé un train de mesures, notamment l'interdiction formelle à toutes les embarcations de naviguer pendant la nuit dans toutes les eaux territoriales et le respect des tonnages. D'abord, le bilan, on ne s'est pas donné. Du fait que l'accident s'est produit la nuit, on est en train de pouvoir identifier les survivants, on doit identifier les morts. Nous allons faire appliquer la loi et les principes dans la rigueur. Nous avions constaté, vraiment avec beaucoup de regrets, ce qui se passe avec le baleinière en bois qui ont fait plusieurs années et les surcharges. Le naufrage de Maluku s'est produit la nuit du vendredi à 23h, une situation qui relance la question de sécurité sur les voies fluviales et lacustres. Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange, assiste une fois de plus les sinistrés du naufrage survenu dernièrement sur le lac Tanganyika et les accidentés de la province du Sud Kivu qui, selon elle, se trouvent dans une situation difficile qui nécessite une assistance d'urgence auprès des hommes de bonne volonté. Dans une salle pleine de l'hôtel Rotana, le lundi 16 septembre 2019, au cours du lancement officiel de la société financière d'assurance, la présidente de l'ONG Initiative Plus, OLK, a saisi l'occasion pour plaider en faveur de ses compatriotes en difficulté. Marie-Olive Lembe Kabila a sensibilisé toutes les personnalités présentes à la manifestation pour une collecte des fonds nécessaires à cette action de haute portée sociale. Et en tant que chrétienne, c'est mieux de pratiquer la parole que seulement de la citer. C'est pourquoi je vous demande tous ce soir, soit à ceux qui ont cette volonté-là, ou ceux qui peuvent cotiser quelque chose dans le cadre et de soutien à ces personnes, passant par l'ONG Initiative Plus, que je représente, pour pouvoir assister nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. J'appelle votre esprit de compassion pour que nous puissions assister, si vous le voulez bien, toutes ces personnes en ces moments qui souffrent et qui certains n'ont même pas un toit ni un bâche sous lesquels s'abriter. L'oratrice a souhaité vivement que ce secteur puisse soutenir les œuvres sociales en faveur de la population congolaise. Dans le souci de s'imprégner de différents mots qui rongent la radio-télévision nationale congolaise, le nouveau patron de la communication et des médias a visité tour à tour le service de ces grands outils de l'information. Accueilli par le directeur général Ernest Kabila Ilunga, qu'accompagnait le directeur général adjoint de la RTNC, Freddy Mulumba, et le président du conseil d'administration, Zéphiré Mamoko, Jolino Diwampovesa Makelele Mamuzingi a tout d'abord commencé sa visite par le bureau du directeur général Ernest Kabila. Une brève séance de travail pendant laquelle l'hôte de marque de la RTNC a parlé de sa vision au comité de gestion. S'en est suivi la visite dans les installations du Renatelsat. Le directeur général Lachindi a fait montre du travail des titans que ses services abattent, travail qui mérite encouragement, a dit le ministre d'État. Au secrétariat général, le ministre d'État a prêté oreille aux doléances des agents et cadres. Il a promis de s'investir pour des solutions idoines. Le secrétaire général André Mutombo a fait part de sa satisfaction. De la tour administrative en passant par les salles de montage, le studio Maman Anguebi pour chuter à la radio et à la rédaction des informations télévisées, l'accueil a été chaleureux. Sur place, les directeurs des informations télévisées et quelques journalistes lui ont fait part du fonctionnement de cette rédaction. Blaise Boko-Kiasanza a sollicité au ministre de s'impliquer pour que la rédaction soit équipée de l'outil informatique. Ainsi, les professionnels de médias œuvrant dans cette grande chaîne de télévision pourront être à la une de l'information. Que le traitement soit fait à la vitesse lumière. C'est seulement à ces prix que la radio-télévision nationale congolaise pourra être véritablement l'église au milieu du village.
Réponse du berger à la bergère, nous veillerons à ce que vous puissiez travailler dans des conditions humaines. Vous avez toujours abattu un travail remarquable, tous les téléspectateurs en parlent. Je vais m'impliquer personnellement pour que la rédaction du journal télévisé n'ait rien à envier aux médias étrangers. Partout où il est passé, le ministre d'État en charge de la communication et des médias a reçu les doléances de chaque direction et il a promis toute son implication pour permettre aux agents et cadres de ces grands médias publics de travailler dans de bonnes conditions. C'est avec un sentiment de joie que le ministre s'est séparé d'avec les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. Jolino Diwan-Professeur Makelele Mamouzingi a promis de recevoir dans les tout prochains jours une délégation des travailleurs pour étudier les voies et moyens afin de résoudre tous les desiderata qui lui ont été soumis. Renouveau est toujours le renouveau aux affaires foncières. Ce maître mot du mandat du nouveau patron des terres congolaises a conduit le ministre Aimé Molendo Sakombi dans cette première descente des terrains qui augure l'itinérance à travers les différentes circonscriptions de la capitale Kinshasa. Place Royale, le ministre des Affaires foncières est tout d'abord reçu par le secrétaire général près au ministère. Gérard Mugangu expose à son hôte le tableau des gestions quotidiennes à sa charge pour les 26 provinces. Cap Barumbu, dans cette municipalité trône l'imposant bâtiment où tous les services centraux des affaires foncières œuvrent aux côtés des bureaux de la circonscription foncière du même nom. Les directeurs chefs des services, les inspecteurs fonciers et conservateurs des titres immobiliers ont l'assurance du ministre Aimé Molendo, très attentif à leurs soucis. Lors de la passation de pouvoir avec mon prédécesseur, je vous avais dit que je ferais de l'administration foncière la cheville ouvrière de mon mandat. Donc ma présence ici se justifie par cela. Le renouveau passe pour moi par la restauration de l'administration. Aujourd'hui, il faut le marquer d'une pierre noire que c'est le renouveau, c'est la restauration de l'administration foncière centrale. Et pour redorer l'image des affaires foncières, le ministre a, outre la rigueur dans le travail et la discipline, annoncé la modélisation financière. C'est en face du ministère des Affaires étrangères qu'un immeuble de 4 niveaux est en construction. Ce 17 septembre 2019, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamuga Bobaziboué, a visité ces chantiers pour donner un coup de pouce. Oui, nous avons dit que nous sommes venus travailler. Et pour bien travailler, il faut être dans de bonnes conditions. J'ai constaté que ce bâtiment est en pleine construction et que les travaux pourraient se terminer avant la fin de l'année d'après les renseignements techniques que nous avons. Nous sommes venus donner donc un coup d'accélérateur pour que très rapidement les cabinets du ministre ainsi que certaines directions soient logées dans ce bâtiment ici pour permettre à chacun de nous de donner le meilleur de lui-même pour la République. En attendant la fin des travaux, les agents de la direction de développement durable ont de bureaux sur place. La DDD est une direction stratégique du ministère de l'Environnement car elle gère les conventions internationales signées par les pays et fait les suivis pour leur mise en œuvre. De l'autre côté, le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga, soucieux de matérialiser la politique du gouvernement dans ce secteur, a réuni autour d'une table les partenaires techniques et financiers œuvrant dans ces domaines, à savoir la BAD, la Banque mondiale, CTDA, Annabel, FIDA, JICA, PAM, PNUD et l'USAID. Séance tenante, le numéro 1 de l'agriculture a présenté les programmes nationaux de l'agriculture tout en se référant à la cartographie de chacune des provinces qui prouve à suffisance que l'agriculture est et demeure le seul moteur du développement d'une nation. Les différents partenaires ont salué la vision et la volonté du ministre et lui ont promis leur accompagnement et engagement dans cette lourde charge qui rentre dans le cadre de la lutte contre la famine et la pauvreté pour le bien-être de la population congolaise. Première visite officielle, première poignée de main entre la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, honorable Néné Ilungankulu et la délégation de l'agence japonaise de développement JICA ce mardi 17 septembre 2019 dans son cabinet de travail à l'immeuble du gouvernement. Une forte délégation conduite par Maurice Tchikouya, directeur général de l'Institut national pour la préparation professionnelle INPP en sigle. Il n'y a pas de création d'emplois sans développement des compétences de nos jeunes.
Et ce que nous faisons avec nos partenaires japonais, c'est capital au niveau d'apprentissage des métiers de base qui constitue le fondement même du développement de ce pays. Et Madame la ministre, elle a beaucoup plus encouragé et nous a dit que nous entrons de plein pied dans la vision du chef de l'État. Le représentant résident de la JICA en RDC, Shibata Kazanao, a réitéré à la ministre d'État l'engagement de son pays, le Japon, à promouvoir et renforcer la coopération bilatérale avec les pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a rappelé à la ministre d'État Néné Ilunga-Nkulu les priorités de son agence en République démocratique du Congo, axées essentiellement sur la création des emplois pour les jeunes Congolais. Il nous a expliqué sa vision pour éradiquer la pauvreté à travers le renforcement des capacités des jeunes, pour lequel nous travaillons incessamment avec l'INPP dans le domaine de la formation professionnelle, ici à Kinshasa et Lubumbashi. Le chargé d'affaires du Japon a fait savoir que le partenariat avec l'INPP, opérationnel depuis plusieurs décennies, a permis l'aménagement de la direction provinciale de l'INPP Kinshasa, la réhabilitation des entités de l'INPP à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Satisfaite de cette première visite de prise de contact, Honorable Néné Ilunga-Nkulu s'est engagé à soutenir l'INPP et le partenaire japonais JICA. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a rappelé la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste à éradiquer le chômage en République démocratique du Congo en créant de l'emploi. Elle a promis de s'impliquer totalement dans l'amélioration des conditions de vie des masses laborieuses. Offrir une main-d'œuvre de qualité à la société congolaise demeure le cheval de bataille de la directrice générale de l'ONEM, Madame Angélique Koudi, qui a rencontré un bon nombre d'investisseurs aux travaux des TICAD 7. Notre présence au Japon à la TICAD s'explique par le fait que nous sommes venus à la rencontre des investisseurs. Comme d'habitude, le président de la BAD est toujours dans les TICAD. Et quand il a parlé, nous nous sommes approchés avec notre gouvernement. C'est comme ça que la BAD a appuyé massivement un grand projet qui est coordonné par le ministère du Plan. Et l'ONEM a été partie prenante de ce projet dans son programme d'emploi diplômé qui met les jeunes en entreprise pour un stage professionnel pour qu'ils puissent renforcer leurs capacités et plus tard trouver des emplois parce que la conditionnalité de l'expérience professionnelle est celle qui est demandée par toutes les entreprises. La TICAD, c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange d'expériences. La DG ad intérim de l'ONT Rosette Saïba était avec son collègue de l'ONEM. Nous avons déjà une collaboration assez poussée avec l'ONEM. Nous sommes deux secteurs qui collaborent parfaitement. L'un a besoin de l'autre. Parce que nous avons plusieurs projets, comme je l'ai dit, et ces projets-là nécessitent de la main-d'œuvre. Et nous devons aller, je me répète, recourir à l'ONEM pour que l'ONEM fasse le placement de la main-d'œuvre, de cette main-d'œuvre. Parce qu'après les stages professionnels que l'ONEM organise dans différentes entreprises, l'ONEM a une banque de données de cette main-d'œuvre. En prévision de la 6e session de la commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine, le nouveau patron de l'industrie, Julien Paluku Kaongia, a présidé la réunion technique du comité bilatéral de travail en sa qualité du président du dit comité. Cette rencontre était axée sur l'évaluation des travaux de la 5e session qui a eu lieu à Kinshasa en octobre 2018 et les recommandations conformément aux différents protocoles d'accord signés entre les deux États. Ce dans le cadre de préparatifs de la 6e session qui aura lieu à Pretoria en Afrique du Sud du 30 octobre au 1er août de l'année en cours. L'économie de la situation actuelle de cette coopération bilatérale, secteur par secteur, a été présentée par le coordonnateur Roger Safari. Cette coopération bilatérale offre plusieurs opportunités mutuellement profitables aux deux États, notamment dans les domaines de l'implantation des zones économiques spéciales, du développement des corridors, des assurances et des transports. Au terme de la réunion, le ministre de l'Industrie a appelé les experts à conjuguer leurs efforts pour débloquer les dossiers en suspens. L'industrie, facteur de stabilité et de paix, c'est la nouvelle philosophie que veut imprimer l'actuel ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, pour booster les secteurs de l'industrie en République démocratique du Congo. Juste après, le ministre de l'Industrie
l'Industrie a échangé avec les gouverneurs de la province du Nord Kivu, Karline Zanzu Kassivita. Plusieurs projets de développement de la province du Nord Kivu ont été passés au peine fait entre les deux autorités. Avec un sol et sous-sol qui recèlent d'importants gisements de cuivre et de cobalt, sans compter les autres ressources minières et naturelles, la RDC est l'un des pays du monde dont la population est la plus pauvre après l'Inde et le Nigeria, selon la récente étude menée par la Banque mondiale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à relever les défis, d'où ces gouvernements d'émission que dirige le Premier ministre Sylvestre Ilunga Kamba. Dans les secteurs de mines, plusieurs défis attendent le nouveau ministre de Mines, le professeur Willy Kitobo Samsoni. C'est notamment la gestion des creuseurs miniers artisanaux qui se comptent aujourd'hui par centaines de milliers et qui constituent une bombe à retardement s'ils ne sont pas encadrés. Autre défi, c'est la vulgarisation et l'application du code minier révisé, une source pour enflouer les caisses de l'État. Willy Kitobo Samsoni veut justement faire de mines un véritable levier de développement pour la République démocratique du Congo. Je le dis partout où je passe, cette sagesse de mettre toujours l'intérêt du pays devant tout, c'est ça qui doit guider notre façon de travailler. D'abord l'intérêt du pays. A noter que 1100 minéraux et métaux précieux ont été répertoriés en RDC. Ces pays pourraient devenir l'un des pays les plus riches du monde et du continent africain et un moteur de croissance pour l'Afrique. Conscient de ces nombreux défis qui l'attendent, le ministre Willy Kitobo a pris la température en visitant les différentes divisions de son ressort pour orienter son action. Et le travail peut commencer. La population de Mbujima et au Kassai oriental enclin à des difficultés d'eau potable. Le Fonds de promotion de l'industrie a initié des travaux d'adduction d'eau par le forage et d'installation des mini-réseaux. Cette promesse du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à cette population vient d'être concrétisée. Madame le vice-gouverneur Jeannette Longa Moussamba, en ouvrant les vannes, l'eau potable a jailli pour plus ou moins 1850 ménages de Mbujima. Je leur ai demandé de garder cette œuvre avec amour, qu'elles puissent garder surtout les mamans. Ce sont eux qui ont souffert des années et aujourd'hui qu'ils ont de l'eau propre, potable à côté, ils doivent garder ça comme il le faut. Et au président de la République, je lui dis un grand merci. Il est là pour la population, il est là pour la pauvreté. FPI, vous êtes avec nous, vous connaissez votre force. En collaboration avec le Service national d'hydraulique CNHR, qui a exécuté ces projets, confirme que ce forage de Bakwalou-Bilange est doté d'un réservoir de 18 mètres cubes sur une tour métallique de 8 mètres de hauteur. Il a été doté de la province de Kassai orientale de 2 forages. Les travaux d'ici sont terminés, qu'on puisse ouvrir les vannes pour que la population puisse avoir l'accès à l'eau. Composé de 5 bornes fontaines à 2 robinets pour une distance de 1000 mètres, soutenu par un groupe électrogène de 17,5 kVA. Aujourd'hui, le rêve devient une réalité où la population de Mbujimayi peut se procurer l'eau potable. Toutefois, le Fonds de promotion de l'industrie dénonce des actes de vandalisme sur l'un des sites à Mbujimayi, sabotés par des inciviques. Après avoir récolté les problèmes dans les cités Jekamine, notamment Kapata, quartier Jekamine, Koluzi, Moussonoy et autres, l'honorable député provincial du Lualaba Jean-Marie Kassé Tchingambo, en même temps secrétaire exécutif fédéral adjoint du PPRD Lualaba, a été dépêché à Lubumbashi par le président de l'hémicycle Lualaba pour rencontrer les dirigeants de la Jekamine. Les dossiers étant sur la table, les occupants des maisons Jekamine sont appelés ces jours-ci à payer les loyers, à acheter les maisons ou encore les laisser libres. Ainsi, dans la capitale qu'il préfère, la DG de la Jekamine a disposé son secrétaire général et l'élu de Koluzi à tout déballer. C'est pourquoi, lors de sa descente effectuée le vendredi 13 septembre 2019 à la cité Jekamine Sonoy, le député provincial Jean-Marie Kassé Tchingambo a fait les comptes rendus. Je lui ai dit qu'il faut arranger ces dossiers. Au moment où ces agents étaient travailleurs de la Jekamine,
avait-il construit les maisons? Alors, qu'est-ce qui fait qu'une fois renvoyés en pension, on leur demande de vider ces maisons? Où iront-ils? Vous êtes nombreux présentement. Les autres ne sont même pas là. Aujourd'hui, on vous demande de déguerpir. N'est-ce pas une façon d'insécuriser la ville? C'est la raison pour laquelle je vous demande d'applaudir. D'abord pour le président de l'Assemblée provinciale. Nous irons toquer à Kinshasa, voir les nouveaux ministres. Mais, en attendant, la GECAMIN va convoquer la réunion pour statuer sur votre dossier. Entre-temps, si tu envies les maisons GECAMIN, je te demande de contacter le service des cadastres pour que tu construises à l'aise. Un message bien accueilli par cette population qui de vive voix a salué le travail abattu par l'Assemblée provinciale du Lualaba au travers de son député, Jean-Marie Kasséa. Après Matadi, où elle a rencontré les présidents de l'Assemblée provinciale et déployé plusieurs activités, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza se rend dans d'autres coins de la province. Ici, d'un côté Kimbemba en territoire de Songololo, de l'autre la cité de Luozi, dans les territoires portant les mêmes noms, séparés par les majestueux fleuves Congo. Ses habitants font fête à Nefertiti Ngoudianza. La sénatrice est en vacances parlementaires. J'ai été élu à Matadi par les députés provinciaux. Ils m'ont fait confiance et mandaté au Sénat à Kinshasa. C'est pourquoi je viens recueillir vos problèmes pour les soumettre aux autorités du pays afin d'y apporter des solutions. Luozi, territoire de Ngoudianza, est en but à beaucoup de difficultés. Routes délabrées, hôpitaux non équipés, manque d'électricité, absence de bacs moteurs et de couverture des réseaux téléphoniques, insécurité, enseignants non mécanisés. Le responsable de l'éducation, les chefs coutumiers, des groupements, des secteurs notables, conseils de sécurité locale l'ont fait savoir à la sénatrice. Dans l'entretemps, motos, vélos, chaises, fournitures de bureaux, enveloppes d'argent, ces responsables les emportent en souvenir de son passage. Pour la première fois, nous allons voir un politicien ou une politicienne qui doit venir visiter sa population. Vraiment, nous tenons à lui jeter des fleurs. Ngoudianza, c'est aussi la présidente de la fondation qui porte son nom. Son cheval de bataille, la scolarisation des enfants. Elle se rend dans plusieurs secteurs, distribuer des kits scolaires aux élèves des 10 écoles primaires. Certains n'avaient que des sachets comme sacs de classe. Les personnes vivant avec handicap sont étonnées de recevoir des pagnes. C'est une première. Des malades, des femmes qui ont accouché retenues captives, certains depuis 2 mois et demi pour insolvabilité, sont désormais libres. L'hôpital d'Nsundilutete qu'il a vu naître, ainsi que l'hôpital de référence de Luozi, sont dotés de matelas, lits d'accouchement et de médicaments. La sénatrice Ngoudianza soutient aussi la jeunesse. Elle offre à toutes les équipes des 10 secteurs des vareuses et des ballons. Après un fructueux séjour de la sénatrice Ngoudianza à Luozi et ses 10 secteurs, cap sur Madimba, Kamba, Kasangulu,